Alors le titre est peut-être un peu violent, la bataille du corail, mais on va vous expliquer pourquoi. Le corail est un animal qui couvre 0,2% de la surface des océans, mais qui abrite 30% de la biodiversité connue. Donc si on perd le corail, on perd 30% de la biodiversité connue, en mer évidemment, je le précise. Et c'est un apport absolument faramineux pour l'humanité. Si le corail était une entreprise, il réaliserait un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars par an grâce aux services écosystémiques qu'il rend, la protection des côtes, le tourisme et les apports nutritifs dont on parlait tout à l'heure. Alors j'ai trois spécialistes pour discuter de cette bataille avec vous. Didier Zoccola, docteur Didier Zoccola du Centre scientifique de Monaco, fondateur du Conservatoire mondial du corail. Paola Furla, professeure des universités à l'Université Côte d'Azur, biologiste marin et grande spécialiste du corail, elle aussi sur la physiologie du corail. Et puis Djemila Donti, dont la société Corail Africa travaille à la restauration du corail, mais d'une manière très particulière, en impliquant les entreprises privées. Alors, on va commencer avec vous, Paola. D'abord, pour bien comprendre ce qu'est le corail, je le répète, qui est un animal très particulier, qui est un animal qui vit de façon symbiotique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il retourne ? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, le corail, effectivement, c'est un animal qui calcifie, et qui calcifie au milieu de zones très pauvres, comme le milieu du Pacifique ou encore certaines côtes de Méditerranée. Dans ces côtes, il ne peut survivre que grâce à la présence d'une petite algue qui vit à l'intérieur même des tissus du corail et qui lui fournit, en fait, par sa photosynthèse, tous les besoins nutritifs dont a besoin le corail. Sans cette algue, le corail perd une grande partie de ses capacités à se nourrir. Donc il est très important que cette symbiose, cette association, soit conservée, maintenue pour pouvoir avoir les récifs que l'on connaît aujourd'hui. Alors quand on parle régulièrement de blanchissement du corail, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Lorsqu'on a un blanchissement du corail, le corail, quelque part, a la capacité de dire « je ne vais pas bien ». Et en n'allant pas bien, on a une perte de cette association entre l'algue et l'animal. L'algue qui est la première, la première goutte qui va être véritablement impactée par des phénomènes de pollution, par des phénomènes de réchauffement climatique. Elle va ainsi être expulsée du corail et le corail va perdre cet apport nutritif qui vient de l'algue. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dépérit, il peut mourir? Alors, lorsqu'il blanchit, lorsqu'il perd son algue, il perd 90% de sa couleur. Donc il blanchit, il devient tout blanc. Donc dans l'eau, on voit ces grosses patates de corail toutes blanches. Dans cet état blanchi, évidemment, il lui manque de la nourriture. Donc il peut survivre quelque temps, quelques jours, quelques semaines, mais il ne peut pas rester dans cette condition puisqu'il va lui manquer de la nutrition. En manque de nutrition, évidemment, il va mourir si ce stress se maintient sur une trop longue période. Alors avec Didier, vous avez fait partie de cette grande équipe de chercheurs qui a travaillé sur la grande expédition Tara-Pacifique, l'une des plus grandes expéditions au monde depuis, non pas le 20e, mais le 19e siècle, qui vous a apporté énormément d'informations sur le corail, puisque c'était l'objectif premier, la recherche sur le corail de cette expédition, dont on commence seulement maintenant à avoir les premières publications scientifiques, pas journalistiques, scientifiques. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas encore sur le corail et sur donc son importance pour l'humanité? On a appris tout d'abord que le corail, dans des zones très impactées, soit par des vagues de chaleur, soit par de la pollution, a des ressources d'adaptation. Et sur le court terme qu'on voit, même si on a certaines espèces qui disparaissent très vite, il a un potentiel d'adaptation. Et notamment, il a un potentiel d'adaptation dans des zones qui sont conservées, dans des zones qui sont plus abritées par l'impact anthropique. Donc il est extrêmement important de réduire l'impact de l'homme sur ces récifs coralliens pour éviter que plus tard, le changement climatique global qu'on essaye de limiter mais dont on a beaucoup de mal, va effectivement faire disparaître un grand nombre de ces espèces de corail. On a aussi découvert que dans des zones où l'océan est naturellement très acide, le corail arrive à survivre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle?
Oui, dans des zones très acides, certaines espèces de corail, pas toutes, mais certaines espèces de corail ont les propriétés pour survivre. Mais qui dit acidité pour un corail qui construit du carbonate de calcium, dit aussi fragilisation du sous-squelette. Donc dans des eaux acides, sans des perturbations globales trop importantes, il va survivre. Mais si on continue à avoir des vagues d'intempéries, des vagues des forts changements de mécanique, on va dire, de l'océan. La chimie de l'océan, comme on disait en introduction. Exactement. Mais là, on va avoir la mortalité aussi de ces espèces qui, pourtant, que par l'acidification, semblent être capables de survivre. Alors, il y a quantité d'initiatives qui sont prises pour sauver le corail, pour le préserver. On voit ça tous sur les réseaux sociaux avec des initiatives formidables pour remettre le corail à la mer, replanter du corail, entre guillemets, devenir des cultivateurs de coraux. Didier Zoccola, vous avez pris le sujet à bras-le-corps et d'une autre façon, on va dire totalement scientifique, en créant le Conservatoire mondial du corail pour remporter cette bataille. Alors concrètement, de quoi s'agit-il et pourquoi avez-vous voulu porter de cette manière la bataille du corail? Le constat, merci Thierry, le constat c'est que malgré tout ce qu'on fait, restauration, aires marines protégées, on a quand même une augmentation de la température, l'acidification qui augmente, et donc toutes ces protections ne sont pas arrêtées dans les aires marines protégées, par exemple. Les frontières n'existent pas, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Donc l'idée, c'était d'exporter ces coraux vers un endroit où les paramètres sont contrôlés, où on peut réguler le pH, la température, et l'idée, ce sont les aquariums. Et pas faire seulement un aquarium, qui était l'idée principale au départ de beaucoup de projets, mais nous, on a pensé à un réseau d'aquariums dans lequel on va pouvoir mettre les coraux et pouvoir préserver la biodiversité, parce que ça, c'est la question aussi. On a toujours, bien sûr, des espèces résistantes. Comme l'a dit Paola, il y a des espèces résistantes à la chaleur, à l'acidification. Le problème, c'est qu'on est en train de perdre la biodiversité. Et cette biodiversité, c'est le futur des océans, comme on l'a dit. Alors, la tagline de votre Conservatoire mondial du corail, c'est l'Arche de Noé du corail. Donc, déjà, ça veut dire qu'on est au bout d'un chemin difficile, parce qu'il faut sauver les espèces. Très concrètement, comment vous faites? On sélectionne les espèces au départ. On voudrait avoir toutes les espèces, mais on sélectionne les espèces. On parle de combien d'espèces, là? En fait, il y a plus de 1600 espèces de coraux qui existent sur Terre, en mer plutôt. Mais il y en a très peu, on a à peu près 200 qui sont en aquarium à l'heure actuelle. Donc on veut déjà augmenter cette biodiversité en aquarium. L'étudier, parce que quand on connaît l'animal, quand on connaît bien, on le protège mieux. Et donc l'étudier de façon génétique, comprendre, mais aussi imposer de nouvelles règles en aquarium à ces coraux pour essayer de les rendre plus résistants, plus résilients au changement climatique, dans l'idée, plus tard, de les transplanter à nouveau, de faire de la restauration récifale avec des espèces qui seront plus résistantes. Alors vous partez, vous m'avez expliqué ça quand on préparait cet entretien, vous partez avec une taxonomiste, vous allez repérer en mer les coraux d'intérêt, mais ensuite il y a toute une démarche pour récupérer ces coraux, parce que la mission, elle est non seulement de sauvetage d'une forme de biodiversité, mais elle est aussi diplomatique. Il faut discuter avec des États, parce qu'on parle d'animal vivant qu'on va exporter vers un pays tiers. Oui, il y a des règles très strictes qu'on appelle la CITES, en fait, pour tout ce qui est transport des animaux en danger. Et donc, il faut discuter avec les gouvernements, les convaincre que c'est la bonne solution. C'est difficile? Oui, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leurs ressources génétiques. Ce n'est pas le but, bien sûr. Nous, en plus, on essaie de les convaincre de même construire des aquariums chez eux, parce que la plupart des pays qui ont des coraux n'ont pas d'aquarium. Et donc, déjà, je discutais de ça en juin dans une école thématique à l'IRD aux Seychelles. Aux Seychelles, 60% de la population ne sait pas nager. Elle n'a jamais vu un corail de sa vie. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir, nous, on peut leur transmettre comment créer des aquariums, comment cultiver des coraux, comment les montrer à leur population. Et
s'ils connaissent, la population s'y connaît, elle connaît les coraux, alors elle les protégera. Alors, derrière vous, il y a des images qui défilent d'une des missions que vous avez menées de repérage. Ça se déroulait où? Alors ça, c'est les Philippines, c'est à Palawan, en fait, une des îles de Philippines. Mais on a aussi prélevé des coraux aux Seychelles, il y en a un peu plus à la fin. Donc, dans des atolls très éloignés, hein, comme l'atoll d'Aldabra, qui est à plus de 1400 km de Mahé, l'île principale. Donc, c'est vraiment une logistique aussi, des protocoles très stricts, parce que notre but, c'est bien sûr de prélever des coraux, mais pas de les tuer. Donc, on veut essayer de les sauvegarder. Et donc, il faut pouvoir les prélever, les transporter, le fret aérien, et aussi les distribuer, parce que bien sûr, on ne va pas mettre les espèces dans un seul aquarium, mais les répartir dans plusieurs aquariums pour pouvoir, à cause de problèmes techniques qu'il pourrait y avoir dans un aquarium, ne pas perdre les souches. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec Aldabra, qu'on voit juste derrière, et qu'on a distribué ces coraux. Alors, en Europe, pour l'instant, les deux plus grands aquariums français, que sont Océanopolis et Nausicaa, bien sûr, le musée océanographique de Monaco et en Hollande. Alors, quand vous avez décidé de lancer cette opération, vous avez écrit un papier scientifique, défini un protocole de pêche du corail, pardon, je cherchais les mots. De collecte du corail, merci. Et ensuite, de conservation de ce corail. Au bout de la chaîne, une fois qu'on a ce corail entre les mains, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, on va d'abord l'étudier génétiquement, mais ensuite on va essayer de le rendre plus résistant. Donc ça se fait aussi en aquarium et grâce à des instituts scientifiques. Donc c'est vraiment, voilà, la base c'est un réseau d'aquariums, et ça, bien sûr, on s'est allié avec l'Institut océanographique de Monaco et la Fondation Albert II de Monaco. L'étudier, c'est un consortium international de scientifiques, bien sûr, on n'est pas seul. On ne peut jamais rien faire seul, on est toujours accompagné, il faut toujours... La force, c'est d'être plusieurs. Et à la fin, on aura un réseau d'ONG spécialistes de la restauration récifale qui pourra transplanter ces coraux. Alors, on va revenir dans un instant sur la raison pour laquelle il faut sauver le corail. Il y a les faits que j'ai énumérés tout à l'heure, mais pas seulement. Djemila Donti, vous participez... Bonjour. Oui, il faut parler juste près de la bouche, avec le micro près de la bouche. Djemila Donti, vous avez développé votre société Corail Africa. Dans quel but? Alors, d'abord, une petite histoire. Je suis d'origine malgache, enfin, je suis franco-malgache. Je suis née là-bas. Et mon père avait justement ce qu'on appelait à l'époque une ferme de corail. C'est du bouturage de corail pour l'exporter pour les aquariums, parce qu'il y a toujours voilà, le plaisir de l'aquariophilie. Et en 2020, mon père est malheureusement décédé. Et j'ai choisi de reprendre ce projet. Et en fait, à l'inverse d'être dans le sens de l'histoire et de dire aujourd'hui, on a perdu la moitié des récifs coralliens dans le monde. Moi, je les ai vus décrépir, on va dire, dans l'archipel de Nosy Be, dans le nord-ouest où j'ai grandi. Et j'ai voulu justement me dire, voilà, on a une capacité de bouturer. Est-ce qu'on ne peut pas aider, comme on reforeste la terre, reforester la mer? Alors, comment vous vous y prenez? Parce que vous avez une volonté d'impliquer beaucoup de monde et de façon extrêmement significative pour que chacun soit bien conscient de ce qui se passe dans l'eau et de la ressource qu'il exploite. Oui, alors... Donc moi j'ai fait un background économique. Je suis venue en France justement pour faire une école de commerce, donc j'ai rejoint l'ESSEC. Donc j'ai pris conscience d'une chose, c'est que la force du secteur public, du secteur privé, pardon, qui peut compenser l'absence de moyens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, des initiatives de restauration corallienne, il en existe beaucoup, mais beaucoup de petites. Certaines qui sont déjà assez grandes aujourd'hui sont régionales, et c'est génial qu'elles ont réussi à arriver à ce stade après 15 ans. Mais ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que la moitié du PIB mondial est généré grâce à la nature, et pourtant, il n'y a pas de modèle économique qui permette de le rétribuer. On commence petit à petit à créer des marchés, comme le marché du crédit carbone, quand bien même il soit décrié, il permet de financer des actions réelles de replantation. Bien sûr, il faut que ce soit cadré, parce que sinon on a vu les abus qui existent. Et en fait, mon idée, c'était de dire,
Aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, si le corail était une entreprise, ce serait plus de 30 milliards de dollars De chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Et nous, justement, notre idée, c'est de participer à créer ce mouvement en engageant les entreprises. Donc, comment concrètement? On leur explique déjà à quel point ils en sont dépendants. Par exemple, le secteur de la pêche, on en a parlé, c'est 2% de revenus en moins chaque année à cause de la baisse de... La disparition du corail. Voilà, à cause de la disparition du corail. 2% de revenus en moins chaque année. Pareil, le secteur touristique, on a vu, on l'a étudié, Noah l'a étudié, c'est 20% de revenus supplémentaires en investissant dans la restauration corallienne. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il existe aujourd'hui des législations qui nous permettent d'engager ces entreprises à travers leur bilan RSE. Donc on les accompagne en les conseillant et ensuite, avec leur budget, on va aller replanter en leur nom du corail au large de l'Ouest océan Indien. Est-ce que ça fonctionne? Ça démarre. Ça démarre. Moi, j'y crois beaucoup à ce business model. Est-ce que les entreprises sont sensibles à celles que vous avez déjà contactées, à vos explications et à votre démarche? Oui, oui. Alors, cet événement en est l'exemple. Tout le monde a envie de faire quelque chose, juste ils ne savent pas par quelle boule prendre et combien ça va leur coûter, parce que c'est quand même ça le sujet. Donc aujourd'hui, il y a une sensibilité grâce au fait qu'on est sur la décennie de l'océan pour les Nations Unies. Donc on a de la pub enfin pour le corail qu'on oublie alors qu'il est hyper important d'une part, et d'autre part aussi il y a des business models qui ont été prouvés déjà ailleurs. Coral Vita aux États-Unis qui a réussi. Et donc aujourd'hui, nous, on accompagne notamment des opérateurs touristiques. On accompagne aussi, alors c'est encore balbutiant, mais des entreprises de services comme les télécoms. Donc oui, il y a une volonté d'agir, juste par quelle boule prendre, c'est encore, il y a un travail de sensibilisation à faire. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce type d'initiative, vous y êtes sensible, vous les scientifiques, qui avez tellement de mal à convaincre les financiers, est-ce que là, vous n'avez pas une forme de chaînon manquant qui pourrait justement aller dans votre sens, Paola? Absolument. Absolument. On a absolument besoin, et la société civile, mais aussi les industriels, au travers d'associations de ce genre d'initiatives, que tous se rendent compte de la nécessité de protéger ces organismes qui sont une source très importante pour l'humanité. Didier, on sait que pour monter des opérations telles que le Conservatoire mondial du corail, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Même si ce sont des sommes dérisoires au regard de la mission que vous vous êtes assignée. Est-ce que là encore aussi, cette façon de mobiliser les entreprises vous paraît opportune? On apprend toujours. Et nous, qui sommes le secteur public, c'est vrai qu'on a moins d'interaction avec le privé. Et peut-être en discutant avec ces ONG qui eux, sont en prise avec la vie industrielle, c'est peut-être intéressant justement de discuter. Et justement, ça va être une bonne opportunité aujourd'hui de pouvoir peut-être combler ce chaînon manquant. Voilà, donc il y aura déjà une discussion entre vous tout à l'heure. On va enchaîner sur un autre élément fondamental du corail. On a dit tout à l'heure que ça constituait un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 milliards de dollars, que c'était une ressource de biodiversité importante pour notre vie actuelle. 30% de la biodiversité marine connue, on le rappelle, est abritée ou vit autour des récifs coralliens. C'est aussi une ressource faramineuse en termes de santé. Paola, c'est un de vos éléments de recherche. C'est véritablement un élément d'avenir pour l'humanité parce qu'on l'oublie souvent, mais nous sommes tous issus de la même matrice originelle et donc nous avons dans notre patrimoine génétique des éléments communs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept? Oui, alors tout d'abord, effectivement, le cnidaire, le corail, c'est un animal. C'est un animal qui partage pratiquement les mêmes gènes que l'on a nous-mêmes. Donc en termes de base génétique, on a la même. On va l'utiliser de manière différente et donc les coraux ont des propriétés que nous, on ne sait plus faire, comme vivre aussi longtemps pour des organismes aussi petits, donc une très forte longévité, une grande capacité de résistance au stress, parce qu'on parle qu'ils sont en danger. Mais on a dit tout à l'heure, on retrouve des récifs coralliens dans les zones abyssales, dans les zones de surface, donc une grande capacité d'adaptation et d'acclimatation au milieu. Donc ce sont des organismes qui potentiellement ont des capacités très fortes de résistance au stress.
Malheureusement, là, on les pousse vers leurs limites et donc là, ça commence à devenir dangereux pour eux. Mais sinon, ils ont cette capacité de résistance au stress. Ils ont aussi une capacité de régénération. Donc, on est capable, à partir de petits morceaux de cnidaire, de reconstruire un animal entier. Donc, toute chose que l'humain, avec le même patrimoine génétique, ne sait pas faire. Donc il est intéressant, notamment pour certaines maladies de reconstruction tissulaire, de comprendre comment cet organisme fait et quelles sont les voies peut-être que l'on peut faire, que l'on peut court-circuiter pour arriver à avoir des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements. Est-ce que, je vais faire mon journaliste là, mais je vais simplifier à l'extrême donc, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait retrouver dans notre patrimoine génétique des éléments qui, si on fait un peu de science-fiction, mais peut-être pas au fond, qu'on pourrait réactiver pour retrouver des propriétés que le corail exploite quotidiennement? Oui, peut-être qu'elles sont même déjà actives, ces voies, mais qu'elles sont orientées vers d'autres fonctions et qu'il faudrait réorienter vers des fonctions qui sont utiles à la réparation et aux soins. Alors, oui, allez-y, allez-y. Non, je voulais juste rajouter que l'étude du corail, donc le corail fait la grande partie de la famille des cnidaires. Donc dans les cnidaires, il n'y a pas que les coraux, il y a aussi les méduses que vous connaissez probablement, les gorgones, d'autres organismes qui depuis des siècles sont étudiés pour leur intérêt pour l'humanité. C'est grâce aux cnidaires, aux coraux et à certaines méduses qu'on a découvert le choc anaphylactique et l'anaphylactie. C'est des prix Nobel du siècle passé de Richier et Porté. Donc c'est des organismes aussi qui ont beaucoup été étudiés. Lors d'une expédition d'Albert Ier. Lors d'une expédition d'Albert Ier de Monaco, effectivement. Ça, c'est la remarque du docteur qui travaille au centre scientifique de Monaco. À très juste titre. Et aussi, ils sont beaucoup étudiés pour leur capacité toxique. Alors, nous, on les aime pas trop quand on se fait piquer par une méduse. Mais au travers des toxines, on a aussi découvert des molécules anesthésiantes, des bêta-bloqueurs, enfin, des molécules qui sont déjà utilisées pour l'homme. Donc, perdre toute cette biodiversité de corail, perdre toute cette biodiversité de ces organismes-là, fait perdre un potentiel pour l'humanité et le soin. Didier, je crois que j'ai lu un papier, vous avez découvert ou co-découvert une molécule justement d'intérêt du corail rouge, je crois, donc du corail méditerranéen, on ne parle pas là de corail tropical, qui a des propriétés intéressantes pour l'homme et qui va entrer en production. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, c'est une molécule antioxydante qui va être utilisée dans des crèmes pour protéger la peau et qui est produite par une société, une start-up de Monaco qui s'appelle Corail Holotech et dont le dirigeant en fait est issu du centre scientifique de Monaco puisqu'il a créé cette start-up à partir de la découverte de cette molécule et de sa propriété en fait. Mais concrètement, c'est une molécule que détient le corail, que détient l'homme aussi. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est une molécule exclusivement du corail, celle-là. D'accord. Elle n'existe pas d'ailleurs dans d'autres coraux. Elle est vraiment très spécifique des octocorallières, donc de la même famille que le corail rouge, et non présente seulement. Et donc c'est vraiment par hasard, puisque nous on avait une étude plutôt fondamentale, plutôt basique de l'étude à quoi sert cette molécule chez le corail, et on s'est aperçu qu'elle avait une propriété antioxydante une fois qu'elle a été produite dans des cellules de type pluricellulaire, comme on utilise en biologie moléculaire. Djemila, je crois que là, les scientifiques vous donnent des arguments supplémentaires pour aller convaincre les entreprises d'investir dans votre mode opératoire pour sauvegarder le corail, non ? Tout à fait. En fait, ce qui est hyper intéressant, j'avais lu un papier, dites-moi si c'est vrai du coup, qu'on avait 58% de correspondance génétique avec le corail, ce qui en fait un de nos plus proches parents connus. Et en fait, ça, par exemple, c'est inconnu par les gens. Et c'est un lien que je fais parce que c'est important aussi d'ajouter la dimension sociale qui nous est toujours... qui n'est pas déconnecté de l'environnemental. Donc ça fait partie effectivement des arguments qu'on avance, notamment dans le fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc il y a trois acteurs, j'ai envie de dire, le secteur public, le secteur privé et la société civile plutôt dans son ensemble. Bon, je vais vous remercier tous les trois et tous nos amis coraux qui ont écouté cette conférence, puisqu'on est donc tous issus de cette matrice. Et on va se retrouver dans un instant avec Rosalie Mann, fondatrice et présidente de No More Plastic, avec Laurence Bottero, je crois. Merci. Merci.